Afrique du Sud, l'ANC veut quitter la CPI, la fin d'une justice aux ordres. Telle est notre grande interrogation. Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain encore, l'African National Congress, a exigé que le pays critiqué depuis le début de la guerre en Ukraine pour sa proximité avec Moscou, quitte la Cour pénale internationale, a déclaré d'ailleurs le mardi 25 avril dernier le président Cyril Ramaphosa. La Cour pénale internationale a émis en mars un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour le crime de guerre de déportation d'enfants ukrainiens. Le parti au pouvoir a tranché, estimant prudent que l'Afrique du Sud se retire de la CPI, a déclaré Cyril Ramaphosa lors d'une conférence de presse à l'issue d'une visite du président finlandais Sauli Niinisto. Leur Pretoria doit donc accueillir en août prochain un sommet des BRICS, groupe de pays réunissant l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et sans oublier bien sûr le Brésil. Et surtout, on va le dire également, la Russie. Membre de la Cour pénale internationale, le pays est théoriquement censé arrêter le président russe s'il entrait sur son territoire. La question de savoir si l'Afrique du Sud arrêtera Poutine est à l'étude, a ajouté le chef de l'État sud-africain. Poutine peut venir à tout moment dans ce pays, a déclaré plus tôt le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbalula, lors d'une conférence de presse. La CPI ne sert pas les intérêts de tous, mais ceux de quelques-uns, a-t-il ajouté. Selon Cyril Ramaphosa, la décision de l'ANC en faveur d'un retrait de la CPI a été prise en grande partie en raison de ce qui est perçu comme un traitement injuste de certains pays par la Cour. Nous aimerions que cette question du traitement inéquitable soit discuté de manière appropriée, mais en attendant, le parti au pouvoir a décidé une fois de plus qu'il fallait se retirer, a déclaré Cyril Ramaphosa. Comme l'ANC, le parti de la gauche radicale sud-africaine, les combattants pour la liberté économique, dit EFF, justifie son soutien à la Russie par le contexte historique. Les deux partis politiques rappellent le soutien logistique, financier et intellectuel de l'Union soviétique dans la lutte contre le régime de l'apartheid qui avait été institué par les États-Unis, on va le dire comme ça, dans ces années-là que la Russie n'a jamais utilisé sa puissance et ses capacités militaires pour coloniser le continent ou tout autre pays et ne le fera plus jamais. Le chef de l'opposition Julius Malema avait déjà exprimé son opinion sur le mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre de Vladimir Poutine. Nous sommes là pour dire à l'OTAN et aux Américains que nous ne sommes pas avec eux, nous sommes avec la Russie. Et aujourd'hui, nous voulons remercier la Russie. Donnez-leur une leçon. Nous avons besoin d'un nouvel ordre mondial et nous sommes fatigués de recevoir des ordres des Américains. L'Afrique du Sud avait déjà voulu se retirer de la CPI. C'était en 2016, après une visite de l'ancien président soudanais Omar El-Béchir. Pretoria avait refusé de procéder à l'arrestation de ce dernier, également visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à cette époque-là. Mais le retrait de Pretoria avait été contrecarré par la justice du pays qui avait estimé on va le dire comme ça, qu'une telle décision serait inconstitutionnelle. Puissance diplomatique africaine, l'Afrique du Sud refuse donc de condamner Moscou depuis le début de cette opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine, affirmant adopter une position neutre pour être en mesure de jouer un rôle dans la résolution des conflits, a une nouvelle fois expliqué Cyril Ramaphosa, indiquant s'être entretenu à plusieurs reprises avec M. Poutine. Le pays a par ailleurs accueilli en février dernier des exercices navals avec la Russie et la Chine au large de ses côtes, suscitant l'inquiétude de la scène internationale, pour ne pas dire de la communauté dite internationale. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Afrique du Sud, l'ANC veut quitter la CPI, la fin d'une justice aux ordres. Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Charlie Kenyé. Il est géostratège. C'est lui, notre invité de ce mercredi matin. Charlie Kenyé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Steve Solangos. Bonjour à nos techniciens par qui nous pouvons émettre de par le monde. Nous les disons infiniment merci. Ce sont des hommes de l'ombre qui font un travail magnifique.
Nous saluons également toutes ces personnes-là qui ne cessent de nous encourager, de nous suivre sur vos différentes plateformes digitales. Donc, c'est un honneur renouvelé pour moi d'être sur cette antenne, sur ce plateau, et nous espérons, comme à l'accoutumée, être à la hauteur des attentes que ceux qui sont derrière leur petit téléphone ou alors derrière leur caméra ont placé à notre personne. Merci à vous, Charlie Kane, d'être avec nous ce matin encore. Nous parlons justement de l'Afrique du Sud. Le 25 avril dernier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a indiqué que l'African National Congress, le parti au pouvoir, avait pris l'initiative de quitter la Cour pénale internationale. Mais il faut également dire, Charlie Kane, que ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud tente de sortir de la Cour pénale internationale. Ce fut le cas en 2016, lorsque cette épée de Damoclès planait sur l'ancien président soudanais Omar el-Béchir. D'ailleurs, il avait fait le déplacement du côté de l'Afrique du Sud et il n'avait pas été arrêté. Cette fois, le contexte est bien différent. Il est dit par la communauté dite internationale qu'il faut arrêter Vladimir Poutine. Et on le sait, l'Afrique du Sud fait partie de la Cour pénale internationale. Peut-elle arriver à arrêter Vladimir Poutine, l'Afrique du Sud qui fait partie justement des BRICS? Personnellement, aujourd'hui, je crois que le contexte démontre à suffit que la Cour pénale internationale, comme bien d'autres institutions qui sont justement la continuité de ce système des Nations Unies qui avait été mis sur pied au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour justement pérenniser l'hégémonie occidentale à l'échelle internationale, sont dans une forme de déclin. Et la preuve, c'est les décisions qui sont prises ces derniers temps. Et on a tendance à croire que les juges de cette cour semblent ne pas véritablement lire le droit, à défaut de le pratiquer, tel que cela est mentionné dans les textes qui régissent justement ces organisations-là. La preuve, c'est qu'il y a un passif, si on veut parler de la CPI. Nous savons que cette même cour, par le passé, a initié un ensemble de poursuites contre l'armée américaine pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Irak et en Afghanistan. Et le procureur de cette époque a été fait persona non grata. D'ailleurs, il a été fiché par les agences de renseignement américains. Et quand je parle de fichier, c'est-à-dire que on l'a placé sur la même liste qu'un terroriste, qu'Osama Ben Laden, parce que lui-même, il était fiché. C'est-à-dire, vous voyez, on place tout un procureur d'une organisation comme celle-là dans la liste des personnes dangereuse à l'échelle internationale simplement parce qu'elle venait enquêter sur les crimes de l'armée américaine. Et rappelons qu'elle enquêtait sur la base d'un rapport qui avait été fait par un média occidental, à savoir le Der Spiegel, qui avait été repris par un média américain, le Rolling Stone, pour démontrer à travers des images où on voyait comment pendant la guerre en Afghanistan, les soldats américains non seulement s'étaient constitués en escadron de la mort, où ils ont tué des civils, ils ont mutilé les corps pour les ériger en trophées de guerre. Ce sont des images, ce sont des faits, mais ils n'ont pas été inquiétés pour ça. D'ailleurs, ceux-là, ou alors ces présidents de l'époque qui justement ont justifié cette intervention, n'ont pas été inquiétés. Margaret Thatcher, qui a été premier ministre britannique pendant les bombardements en Irak, où 500 000 enfants, jeunes enfants et femmes sont morts, même dans un hôpital, nous a fait comprendre qu'il s'agissait là des dommages collatéraux. Elle n'a pas été inquiétée par cette cour. Donc, on ne saurait parler, il y a des exemples comme ça sur les gens qui démontrent à suffit que cette cour a perdu toute crédibilité. Pour revenir maintenant au contexte africain, il faut rappeler que le passif également avec l'Afrique démontre à suffit que les États qui ont un minimum de souveraineté ne peuvent plus se reconnaître dans cette cour-là. Et les Africains n'ont pas oublié. Vous savez, l'affaire Omar el-Béchir, avant Omar el-Béchir, on a connu l'affaire Laurent Koudou-Gbagbo. Après, on a vu l'affaire Muammar Kadhafi, où on a vu cette cour totalement, je veux dire quoi, dépassée. Elle ne s'est même pas prononcée par rapport au crime de guerre qu'il y a eu de ce côté. Aujourd'hui, celui-là qu'on a accusé d'être le responsable des plus de 3000 morts que nous avons vécu lors de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire a été acquitté du côté de la Cour pénale internationale. Alors, logiquement, la Cour pénale internationale devrait donc nous dire, si Laurent Koudou-Gbagbo n'était pas le coupable de ces crimes, qui sont donc les responsables? Et on sait très bien qui sont les responsables. Mais est-ce que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre ces responsables-là? Et pourtant, ils sont encore en vie et ils sont encore en exercice. Oh que non. Et pour quelque chose, ma foi, qui n'a même pas de sens, on se plaît à rédiger un mandat d'arrêt contre un président à la personne de Vladimir Poutine. Donc, fort de ces constats-là, l'Afrique du Sud comprend qu'il n'y a véritablement pas raison de se justifier quant à sa sortie de cette institution. Encore que les États sud-africains, pas seulement l'Afrique du Sud,
À ça, vous pouvez ajouter le Mozambique, vous pouvez ajouter le Zimbabwe. Ce sont des États qui ont été lourdement soutenus par l'Union des républiques soviétiques et socialistes pendant les guerres de libération. Et je crois que le président et le secrétaire général de l'ANC ont eu à le marteler plusieurs fois dans leur sortie, comme quoi l'Union des républiques soviétiques et socialistes ont été aux côtés des guerres de libération de ce côté-là et aux côtés de l'apartheid. Rappelons que des officiels russes étaient présents sur le sol africain aux côtés des leaders comme Philippe Nangabwa avec le Zimbabwe, comme Samora Machel avec le Mozambique, qui ont permis à ce que ces États-là puissent avoir leur indépendance. Donc c'est dit que quand on voit ce qui s'est passé, on ramène avec le contexte politique sud-africain également, parce que rappelons que c'est un contexte politique où vous avez un certain nombre de formations politiques qui véritablement ne s'accordent pas sur beaucoup. Alors c'est très rare de voir le jeu politique ou alors les acteurs du jeu politique sud-africain être d'accord. Ils sont unanimes sur la question de la Cour pénale internationale. Vous avez vu que même la sortie de Julius Malema, qui est un fervent opposant du régime de l'ANC, il est d'accord sur la position. D'ailleurs, il a dit ouvertement que les Européens doivent comprendre que Vladimir Poutine est un ami de l'Afrique, est un ami des Sud-Africains. Donc, quand vous voyez comment un élément qui paraissait être un problème est en train de fédérer des personnes qui en réalité étaient divergentes sur bien des points, ça démontre à ce fait que c'est une évidence. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud sait très pertinemment que le monde est en train de basculer et la réalité du monde se trouve à l'Est. Et quand on voit les manœuvres qui sont entreprises, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le renforcement des BRICS, le capital qui a été mis, les réserves qui sont dorénavant comptabilisé de ce côté-là, les annonces qui ont été faites avec les BRICS, du fait par exemple que avec le processus de dollarisation, la nouvelle monnaie des BRICS sera endossée par exemple sur les réserves d'or, avec également comme autre garantie les matières premières, principalement les terres rares, et que l'Afrique du Sud sait très pertinemment qu'à travers ce modèle économique, ça ferait justement d'un pays comme l'Afrique du Sud un géant international, parce que c'est un pays également qui est immensément riche. Donc vous voyez que tellement d'opportunités, vous avez encore annoncé tout à l'heure, avec des manœuvres militaires qui sont en train d'être faites entre ces pays-là, chose qui n'avait pas été faite, parce que rappelons que les manœuvres militaires entre la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud ont été initiées il y a pratiquement 2 ans. Donc tout ça mis ensemble, l'Afrique du Sud comprend qu'elle ne gagnerait qu'à faire avec le bloc de l'Est. Et donc, les autorités politiques, les autorités administratives de ce pays-là jugent nécessaire de dire à la CPI que, véritablement, elle ne s'y reconnaît plus en cette situation-là. Et donc, elle est appelée à quitter, parce que l'annonce a été faite par le parti au pouvoir, à savoir l'ANC, mais cela a été confirmé également par le président de la République d'Afrique du Sud, à la personne de Cyril Ramaphosa, qui, par la suite même encore, a été amplifié par un certain nombre d'acteurs politiques tels que Julius Malema, le leader de l'Economic Freedom Party. C'est d'ailleurs la première personne à sortir. Pour soutenir la Russie. La Russie, exactement. Ça démontre à suffit que le monde libre, ou une grande partie du monde libre est en train de véritablement se ranger vers le président Vladimir Poutine. Une chose également étant, est-ce que la Cour pénale internationale a la légalité ou alors même la légitimité d'adresser un mandat d'arrêt au président russe? Rappelons que la Russie n'a pas ratifié le traité de Rome, un peu comme les États-Unis. Alors, quel est le texte juridique qui lie la Russie à la Cour pénale internationale? À partir du moment où il n'y a rien sur le plan international qui lie ces deux pays-là. Donc, vous voyez que même sur cet angle-là, ils n'ont pas qualité à adresser pareil mandat d'arrêt à la Fédération de Russie. Mais pire encore, pour vouloir adresser un pareil mandat d'arrêt, il faut également avoir les moyens de les rendre exécutifs, c'est-à-dire que de les rendre exécutables, autant pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale, comme cela a été le cas avec Gbagbo, on allait le prendre à la présidence pour l'amener à la Cour pénale. Est-ce que la Cour pénale internationale a les moyens aujourd'hui de permettre ou alors d'obliger un État à attraper le président russe Vladimir Poutine pour justement le remettre entre les mains de cette Cour? Surtout que, rappelez que la dernière sortie de Vladimir Poutine sur le sol africain, il est quitté de son pays avec 6 avions de chasse qui étaient dotés de missiles Kinjal et de missiles comment le nom m'échappe, ça va me revenir, je crois que ce sont les Zircon, exactement, les missiles Zircon. Mais vous allez arrêter un pareil chef d'État comment? Il jouit d'une solidarité populaire chez lui.
Les derniers sondages démontrent que Vladimir Poutine est aimé à plus de 86% de la population russe. Il est soutenu par toute l'administration militaire de son pays. Il a les moyens de sa politique. Il est aimé sur le continent. La plupart des peuples qui se revendiquent être des peuples libres du monde le voient justement comme étant le Messie, il faut le dire ainsi, simplement parce qu'il oppose une contre-vérité à un ordre qui nous a été imposé pendant bien des années. Et vous faites comment pour penser arrêter un pareil chef d'État? Mais indirectement, vous vous mettez une balle dans le pied. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, parce que derrière la décision de la CPI, vous avez des États qui hier même encore se toléraient être à la CPI, mais qui ont décidé de quitter. Pas seulement l'Afrique du Sud. La Guinée équatoriale également est en train d'envisager quitter la CPI. D'ailleurs, le vice-président équato-guinéen récemment faisait savoir qu'il disait s'adresser aux autorités russes en disant que le président russe, comme les autorités russes, doivent savoir qu'ils sont la bienvenue en Russie, la bienvenue en Guinée équatoriale, et que la Guinée équatoriale ne se reconnaît pas dans la CPI. D'ailleurs, la Guinée équatoriale ne s'est jamais reconnue dans la CPI. Donc, vous voyez que derrière ces décisions, cela ouvre des gens et des populations, les voix sont en train de se délier et les gens affirment véritablement. Mais est-ce que l'Afrique du Sud n'est pas en train de jouer aux girouettes? Rappelons quand même qu'en 2016, eh bien, lorsqu'un mandat d'arrêt international avait été délivré contre Omar el-Béchir, elle déclarait justement sortir de cette organisation. Quelques heures après la déclaration du fait qu'il faut demander à Pretoria de quitter la Cour pénale internationale, tout de suite, la présidence sud-africaine a invoqué une erreur de communication. On pose donc la question, c'est un rétropédalage ou une clarification? Non, c'est pas un rétropédalage ni une clarification. C'est l'usage diplomatique des choses. C'est-à-dire que, personnellement, moi-même, j'ai très mal pris le fait qu'ils les disent ouvertement lorsqu'on est un État doit être un État stratège, c'est-à-dire quand on connaît son ennemi, on ne dit pas qu'on sait que tu es mon ennemi. On utilise les moyens de nature à te montrer ou alors apparaître toute situation qui pourrait provenir de cet ennemi-là. Donc pour ma part, moi je pense très clairement qu'il ne s'agit pas d'un rétropédalage, surtout que aujourd'hui l'ANC, pour continuer d'exister politiquement, a besoin d'un ensemble de forces politiques qui sont très montantes du côté du jeu politique sud-africain. Le cas, par exemple, de l'EFF du président Julius Malema, l'Economic Freedom Fighter. Rappelons que l'Afrique du Sud que nous voyons aujourd'hui n'est pas l'Afrique du Sud qui a été voulue par ceux qui ont combattu aux côtés de l'ANC. C'est-à-dire que jusqu'à sa mort, Winnie Mandela reprochait justement le laxisme et même une forme de, je veux dire quoi, de complicité au président Jacob Zuma. Non, pas Jacob Zuma, le premier président. Non, avant lui. Nelson Mandela. Nelson Mandela, exactement. Oui. C'est-à-dire que Winnie Mandela, justement, reprochait à Nelson Mandela, qui était son mari, le fait que, pour elle, celui-ci a très mal négocié la transition politique avec l'avènement de l'ANC au pouvoir. Rappelons qu'à l'époque d'Eken, justement, pour accepter qu'il y ait une élection libre et transparente à laquelle toutes les forces vives de la nation sud-africaine étaient appelées à voter, il y a eu un ensemble de compromissions qui ont été faites à laquelle Mandela a souscrit. Ce que Winnie Mandela, jusqu'à sa mort, a condamné, d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles, jusqu'à ce qu'elle ne s'entendait pas avec son mari, parmi lesquelles il fallait dénucléariser l'Afrique du Sud. Rappelons que le programme nucléaire sud-africain était très avancé, mais sachant que si Mandela arrivait au pouvoir, justement, on ne pouvait pas remettre un pays entre les mains d'un noir détenteur d'une arme nucléaire. Donc, on a tout fait pour dénucléariser l'Afrique du Sud et Mandela avait accepté ça. Si l'Afrique du Sud avait une arme nucléaire, je ne suis pas sûr que l'Afrique serait traitée comme c'est le cas aujourd'hui au niveau du Conseil des Nations et même au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si on avait l'arme nucléaire et Mandela ayant accepté ça, on a dénucléarisé le programme nucléaire sud-africain, mais mieux encore, on a donné une présidence figurative à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président sud-africain, vraiment, en termes de souveraineté, qu'est-ce qu'il contrôle dans son pays? L'économie est contrôlée par les Blancs. La finance est contrôlée par les Blancs. L'armée est contrôlée par les Blancs. La production industrielle est contrôlée par les Blancs. La technologie militaire est contrôlée par les Blancs. La majorité des terres restent encore entre les mains des Blancs. C'est pourquoi nos frères noirs qui sont là-bas, lorsqu'ils ont des problèmes d'emploi, de chômage, ils s'attaquent à leurs frères que nous sommes. Simplement, ils disent qu'on vient voler le travail. Et c'est d'où Julius Malema est en train de monter en force avec son parti. Parce que, écoutons bien le nom du parti, l'Economic
freedom fighters, c'est-à-dire quoi, les combattants de la liberté économique, parce que Julius Malema comprend que l'Afrique du Sud économiquement n'est pas libre. Même si les Noirs sont à la présidence, ils n'ont pas les leviers de souveraineté du pays pour permettre à ce que les populations... Je vous donne quand même la déclaration de Cyril Ramaphosa. Il déclare: la présidence souhaite clarifier le fait que l'Afrique du Sud reste signataire du statut de Rome. Cette clarification fait suite à un commentaire erroné d'une conférence de presse de l'ANC. Est-ce l'ANC qui parle ou bien c'est Cyril Ramaphosa qui parle en ce moment-là? Je pense que Cyril Ramaphosa peut parler en tant que président de la République. Mais il faut rappeler que... Quand il est dans le parti, il parle au nom du parti. Mais il faut rappeler également que... Est-ce que ça enlève qu'il soit président de la République? Le jeu politique sud-africain fait en sorte que les formations politiques sont de loin très, très au-dessus de l'homme politique. Rappelez-vous qu'avec la destitution de l'ancien, je crois, c'est Jacob Zuma, c'est l'ANC, c'est au sein de l'ANC qu'est venue la décision de porter au pouvoir Cyril Ramaphosa. L'ANC, quand même, a une certaine ascendance sur celui, justement, qui a appelé à diriger le pays. Donc, quand je prenais l'exemple de ces fights du jeu politique sud-africain, c'était pour comprendre que la situation aujourd'hui démontre à suffit que la décision, justement, de soutenir ou alors de ne pas se reconnaître dans les décisions de la CPI ne viennent pas simplement de l'ANC. Et aujourd'hui, l'ANC, pour exister politiquement, a besoin d'un ensemble d'autres forces politiques du pays, telles que par exemple l'EFF. Or, l'EFF aujourd'hui est en train de dire soutenir, est en train de dire être en harmonie avec les décisions prises par l'ANC. Alors, si Cyril Ramaphosa déciderait justement d'être en désaccord avec ces décisions, non seulement de son parti, qu'il a fabriqué, qui peut le défaire, mais également de d'autres formations politiques qui concourent justement à l'existence de cette formation politique qui est la principale, à savoir l'ANC, lui-même il est en train de créer les conditions de sa propre chute. Donc je crois qu'aujourd'hui, au-delà même du discours, la réalité politique de ce pays est telle que le président Cyril Ramaphosa ne peut que faire avec ce qui est porté aujourd'hui par l'ensemble des formations politiques du pays. L'ensemble des formations politiques du pays disent clairement ne pas se reconnaître à la CPI et disent clairement que la Russie, la Fédération de Russie, le président Vladimir Poutine est un ami de l'Afrique du Sud. Alors, peu importe ce que Cyril Ramaphosa pense ou ne pas penser, peu importe sa position en tant que chef d'État, mais les éléments justement qui concourent à faire de lui ou alors à soutenir sa mandature en tant que chef d'État disent qu'ils ne se reconnaissent pas en cette institution. Il y a deux choses qui lui restent à faire. Soit soutenir ces personnes-là, ces forces-là, soit être contre eux. Mais s'il est contre eux, eh bien, il signe simplement les leviers de son échec et peut-être de sa destitution. Pourtant, on le sait, l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Effectivement, l'Afrique, c'est un membre très important des BRICS. L'Afrique, on peut dire, est un membre fondateur des BRICS. Donc, forcément, si vous fêtes partie d'un groupement comme les BRICS, vous devez soutenir justement des pays qui en font partie. C'est une apalissade, mais la réalité aussi, c'est que les relations internationales sont un jeu d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on ne dit toujours pas ce que l'on pense et on masque toujours ce que l'on voudrait faire savoir. Ça fait en sorte que, personnellement, je vous l'ai dit, moi, je ne me serais pas attendu, je n'ai pas apprécié cette sortie parce que ça démontre, ça pouvait venir des formations politiques, mais pas du chef de l'État sud-africain. Est-ce qu'il avait encore besoin de revenir sur cette déclaration? Exactement. Moi, je pense que c'est même une erreur stratégique en termes de communication. Il aurait pu rester tranquille et laisser justement les acteurs du jeu politique ou encore les acteurs administratifs sud-africains communiquer. Il a une ministre des Relations extérieures qui est justement très brillante. Elle aurait pu communiquer sur la chose. Or, pas lui forcément. Lui, quand il dit ça, il engage le sceau qu'il représente, à savoir l'institution, la présidence sud-africaine, surtout qu'il est en train de se dédier, puisque par le passé, il a dit clairement qu'il ne se reconnaissait pas en la CPI. Il revient aujourd'hui dire qu'il s'agissait d'une mauvaise communication. Et ça dit que lui-même, en tant que président, n'est pas sûr. Donc, je crois que c'est une erreur qui a été faite par le président, mais qui en réalité n'engage à rien l'avenir de ce pays, ou alors la réalité qui va se faire dans ce pays-là. La réalité est la suivante, c'est que l'ensemble des forces vives de ce pays, la communauté politique de ce pays-là, ne se reconnaissent plus à la CPI et ont pris pour position derrière Vladimir Poutine. Ça, même le président Cyril Ramaphosa ne peut pas aller à l'encontre. Il est conditionné de faire avec l'Occident compte-t-il sur des pays signataires du statut de Rome pour arrêter Vladimir Poutine quand on sait pertinemment que ça n'a pas marché avec Omar el-Béchir? Et la réalité aujourd'hui, c'est que l'Occident sait très bien que... Pourquoi l'Occident n'arrête pas lui-même
Vladimir Poutine. Mais l'Occident, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, la CPI peut exister. C'est-à-dire que lorsque c'est l'Afrique, on leur a vu se dépêcher pour venir prendre Jean-Pierre Bemba. Lorsque c'était la Yougoslavie, on nous a dit que Slobodan Milosevic était en train de commettre un génocide au Kosovo. On a bombardé la Yougoslavie, on a pris Slobodan Milosevic, on a allé le juger à la CPI comme un malpropre, alors qu'après, on nous a dit que c'était faux, il n'y avait rien là-bas. Lorsque c'est Laurent Koudou-Babo, on envoie les sorciers français, les marabouts venir prendre un chef d'État élu, on l'amène à la CPI. Lorsque c'est Omar El-Béchi, c'est trop facile. Quand c'est Kadhafi, on dépêche les bombes. Mais est-ce que justement, face à une réalité qu'est la réalité russe, la CPI a les moyens? La CPI nous a montré que pour le cas américain, elle a démontré clairement qu'elle était persona non grata. Oui. Les Américains même sont allés plus loin. Les Américains ont menacé de couper les salaires des juges qui ont justement émis un mandat d'enquête, c'est-à-dire qui ont instruit une enquête contre les crimes de l'armée américaine en Afghanistan. Les États-Unis ont menacé ces juges de couper leur salaire. Ils ont commencé même à tituber. Certains même ne se reconnaissaient plus dans la décision d'instruction qui a été prise par ces juges-là. Si vous ramenez ça à la Russie, vous allez faire comment pour aller attraper un président qui jouit de 86% du soutien de son peuple, qui aujourd'hui démontre à travers sa capacité militaire. Le dernier missile en date, allez voir tous les médias occidentaux, ils ne parlent que de ça. La Russie récemment a dit que les dernières fabrications du Poséidon ont été terminées. Actuellement, ils sont dans le processus d'installation au niveau des missiles, des sous-marins. Mais vous allez faire comment? Quand on vous démontre un peu de quoi est capable ce missile Poséidon, on dit qu'un seul missile déployé en cas de détonation, est capable de raser tout pays comme l'Angleterre. C'est-à-dire qu'en cas de détonation en mer, est capable de soulever des vagues qui peuvent aller à 300 mètres de hauteur, qui peuvent raser Londres avec la France en passant par la Belgique, l'Allemagne. Vous faites comment pour attaquer un pareil pays? Donc aujourd'hui, est-ce que la CPI a les moyens de mobiliser, par exemple, une force de nature à contraindre un pays ou alors à contraindre la Russie à aller remettre Vladimir Poutine? Ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi nous sommes simplement dans ce qu'on appelle... Y a-t-il des pays courageux qui pourraient justement arrêter Vladimir Poutine? Aucun pays courageux ne peut arrêter Vladimir Poutine parce qu'aucun pays ne sera assez fou pour s'attaquer à Vladimir Poutine. Si même les États-Unis ne peuvent pas s'attaquer à Vladimir Poutine, quel pays serait assez malade pour le faire? Rappelons que le chef d'état-major des armées américaines, le général Mark Milley, a fait savoir que la guerre que l'OTAN est en train de mener actuellement en Ukraine, il ne se reconnaît pas dedans. Il a dit ça ouvertement. Il dit que la guerre que l'OTAN mène actuellement en Ukraine, c'est une guerre éminemment politique. Parce que lui, en tant que militaire, s'il faut écouter ses conseils, ça ne sert à rien parce que les États-Unis, l'OTAN ne peuvent pas gagner une guerre contre la Russie. C'est le chef d'état-major des armées américaines qui le dit. Et vous voulez faire la guerre contre un pareil pays, vous comptez sur quoi? Si même celui qui est considéré comme être la première puissance militaire reconnaît la force de cet État qu'est la Fédération de Russie, je ne parlerai même pas de ses alliés. Alors, vous comptez sur quoi pour attaquer un tel pays? Alors, la CPI aujourd'hui est en train de faire ce qu'on appelle chez nous, en Afrique et précisément au Cameroun, la danse mafia. Elle fait un pied devant, un pied derrière. Quand c'est en Afrique, on sort les gros muscles. Quand c'est en Europe de l'Est, avec le Kosovo, avec les autres, on sort les gros muscles. On peut prendre Slobodan Milosevic. Mais quand c'est Joe Biden qui est interpellé, quand ce sont les soldats de l'armée américaine, quand c'est le président, les criminels comme Bush, la CPI ne se reconnaît plus. Les juges même disent qu'ils n'ont jamais dit quelque chose. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, quand c'est Vladimir Poutine, subitement la CPI se réveille et met un mandat d'arrêt. Et curieusement, les États-Unis qui disent qu'ils ne reconnaissent pas la compétence de la CPI disent que non, c'est normal ce qui s'est passé. Vous voyez une telle connerie à l'échelle internationale qui démontre à suffit que la CPI elle-même pour exister devrait se faire petit, arrêter de pondre des communiqués qui n'ont pas de sens. Pour sortir de cet entretien, en août prochain, Vladimir Poutine sera-t-il en Afrique du Sud? Je pense très certainement que Vladimir Poutine sera en Afrique du Sud. Je suis même sûr, on est aujourd'hui même convaincu de ça parce que lui-même, il a confirmé sa présence. Et la bonne nouvelle de cette histoire, c'est que Vladimir Poutine arrivera en Afrique également dans un esprit de démonstration de force. Parce que avec ce qui arrive et avec la forte pénétration de la Russie sur le sol africain, quand on voit l'accueil qui est donné aujourd'hui aux institutionnels russes, rappelons que le Cameroun récemment a inauguré le centre linguistique russe, ce qui n'avait jamais été fait depuis des années. Ça dit que Vladimir Poutine ne viendra pas simplement à ce sommet de nature à être le chef d'État d'un pays qui vient renforcer l'union entre ces pays-là, mais il viendra faire une démonstration de force au bloc occidental pour leur dire que l'irréversibilité du monde c'est un processus pour lequel vous ne pouvez rien faire. Et ça démontre à suffire ceci. Aujourd'hui, on sait très pertinemment qu'il y a 30 États
qui sont en train de toquer aux portes des BRICS, parmi lesquels 13 qui ont officiellement déposé les demandes. 13 États officiellement déposé les demandes pour adhérer les BRICS. Et parmi ces 13 États, vous avez des États qui appartenaient ou alors qui sont des anciens alliés du bloc occidental. Vous avez des États comme l'Égypte, vous avez des États comme l'Arabie Saoudite, la Grèce même est en train de toquer aux portes des BRICS. Vous avez des États comme... comment ce pays m'échappe. Il y a l'Italie également qui est en train de faire les yeux doux, mais bon, c'est encore... Il y a la Suède aussi. La Suède également a demandé à rejoindre les BRICS. Mais quand vous regardez ça, vous vous dites, mais bon Dieu, est-ce que les États-Unis savent que c'est la fin d'un hégémon? Et donc, fort de cette réalité-là, je crois que selon les estimatifs, vous savez très bien que au début des années 2001, le dollar, parce que rappelons que la force de ce bloc qui est le bloc occidental porté par les États-Unis, leur force se résume à deux choses, c'est le dollar et le dollar elle-même. La force du dollar, c'est simplement parce qu'elle a l'armée américaine comme garantie. Et depuis les années 2001, le dollar utilisé comme réserve monétaire à l'échelle internationale était de pratiquement 77%. En 2021, ce chiffre est descendu à 55%. En 2022, ce chiffre était de 47%. Et selon les estimations, dans les 2 prochaines années à venir, ce chiffre risque de descendre à moins de 17%. Ça veut dire clairement que si vous détruisez le dollar, vous détruisez l'armée américaine. Si vous détruisez l'armée américaine, vous détruisez l'OTAN. Et si vous détruisez l'OTAN, qu'est-ce qui reste au monde? Ce sont les BRICS. Et les États l'ont très bien compris parce qu'aujourd'hui, les BRICS sont une alternative à un ordre mondial qui nous a été imposé depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour nous, en plus qui sommes africains, cet ordre mondial ne nous a pas seulement été imposé, mais cet ordre mondial a été fait de telle en sorte que nous soyons utilisés un peu comme des marionnettes, comme des produits marchands pour lesquels à chaque fois qu'on aurait envie ou qu'on serait tenté d'être menacé ou quelque chose comme ça, et bien on peut aller utiliser comme on veut, de nature à se servir, une main-d'œuvre bon marchande, un marché où on peut écouler ses produits pour rien, un marché où lorsqu'on a besoin de matières premières pour garantir son économie, son industrie, on peut aller prendre gratuitement. Et donc l'Afrique ne se reconnaissant plus dans cet ordre, avec les perspectives nouvelles que nous offrent les BRICS, je crois que l'Afrique mais également donnera l'accueil qui se doit au président russe Vladimir Poutine, parce que véritablement le monde est en train d'aller vers l'Est. Charlie Kenyé, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Vous connaissez justement nos pages sur les plateformes numériques YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Nous vous prions de bien vouloir aimer, liker et surtout partager au plus grand nombre malgré la censure pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Bonne journée à toutes et à tous.